Qu'elle soit en avant ou en arrière-scène, Sophie Durocher reste toujours Sophie Durocher. Savez-vous pourquoi les gens font moins d'enfants en Occident? Moi, je le sais pas, mais Rémi Villemur, je pense qu'il le sait. Bonjour Rémi. Ben, en fait, bonjour, t'as remarqué si on fait de la radio ensemble on n'a pas le temps, on n'a même plus le temps de se dire bonjour. Ben non, c'est quoi, ça fait 2-3 ans qu'on fait de la radio ensemble? C'est un sujet que je t'ai souvent proposé. Oui. Je m'intéresse énormément à ce phénomène-là et je trouve que c'est un sujet tabou. La preuve, c'est qu'on y réfléchit très rarement de façon sérieuse. Il y a des explications qui reviennent souvent et des explications que je trouve, je le regrette, mais bidons. On nous dit, les gens ont pas une scène. Ah oui, les gens avaient beaucoup d'argent dans les années 30, au lendemain de la crise économique. Oui. Bon, on nous dit, les gens, il y a la crise du logement. C'est vrai que c'était des gros appartements dans les années 30 aussi. La réponse, elle est ailleurs et c'est pour ça que je continue de creuser. Et là, il y a un texte dans le New York Times fascinant. C'est une jeune femme qui a écrit ça. Et elle dit ceci, elle dit oui. Michal Lebovitz. Ouais, ben tu t'essayes, parfait. Elle dit ceci, elle dit oui, il y a des explications périphériques comme celle que je viens d'identifier, mais la plus grande explication, selon elle, je l'avais jamais entendue. Au roulement de tambour, elle dit ceci, elle dit les enfants qui ont l'âge de faire des enfants, les milléniaux, eh bien, ils sont encore en conflit avec leurs parents. Et c'est ça. Quand tu es encore en conflit avec tes parents, parce que t'as pas encore pardonné à tes parents d'avoir été sévères là pour toi, parce que c'est une grande faute, ça. Il y a des enfants... Monsieur, parle-moi pas là-dessus ces temps-ci. Bon, ben moi, j'ai pardonné à mes parents sur le tard. Je ne juge pas les enfants qui prennent un moment avant de faire ça, mais on pardonne tous un jour ou l'autre à ses parents. Il a été trop sévère, il a été dans mon cul, il a toujours été dans mon cul, façon de dire, qui m'a poussé dans le dos. Poussé dans le dos. T'as vu, je me suis repris quand même assez rapidement. Oui, t'as bien fait ça. Mais quand t'as pas fait ce deuil-là, fait, d'une relation conflictuelle qui était finalement juste une relation normale entre un parent et un enfant, tu ne peux pas faire des enfants. C'est ce qu'elle dit. Je comprends, il y a comme une espèce de blocage d'ego ou un blocage psychologique. Tant que t'as pas résolu ce nœud gordien, tu peux pas te lancer dans la paternité ou dans la maternité. Non, parce que ça reste encore ça, les amis, paternité, maternité. Ouais. Puisque tu es encore un enfant. Oui. Parce que si tu deviens un adulte le jour où tu comprends ce que tes parents ont fait, tu comprends que c'était pour ton bien, tu restes un enfant, tu fais pas d'enfant. Moi, j'ai trouvé cette explication-là. Mais c'est absolument passionnant. Et la façon dont tu me l'as vendu, tu m'as dit, les milléniaux ne sont pas capables de se regarder dans le miroir et de cesser de blâmer leurs parents pour toutes leurs erreurs. J'adore cette formulation-là. C'est une façon aussi de voir. C'est quand même une génération très, très, très nombriliste. Est-ce que ça dit si les jeunes restent plus longtemps chez leurs parents aussi? Ça, on le sait. Ça, c'est effectivement, avec la crise du logement, nous dit-on, les jeunes restent plus longtemps chez leurs parents. Mais vois-tu, moi, je remets tout en perspective. La crise du logement, il reste pas beaucoup de logements à Montréal pour habiter seul et que ça soit abordable. Effectivement. Sauf que, qui a décidé que c'était la seule façon de partir en appartement, ça? Je veux dire, moi, j'ai habité avec 7 personnes dans une maison. OK? Ça a été une étape bizarre de ma vie. Je suis passé à autre chose, mais j'ai appris un tas de choses aussi. Ça s'appelle une commune. Non, mais c'est parce que c'est vrai que ça n'existe plus, des 5,5 à 900 $. On n'est pas en crise du logement pour autant, là. Je veux dire, tu peux habiter 4 dans un... Il y a une crise du logement réelle. OK, c'est beau, je reconnais le truc. Non, mais je te dis juste que... Non, mais c'est rendu un slogan. Et la CAQ, d'ailleurs, elle l'a reconnu sur le tard parce que c'est plus complexe que ça. On peut pas... Les gens se sont transformés, les gens ont besoin de leur cocon, mais à 17 ans, un cocon, c'est pas obligé d'être une maison. Non, mais t'as tout à fait raison. De toute façon, vivre avec des colocs ou vivre en mangeant du beurre de pinot puis du Kraft Dinner, est tous passés par là. Puis, je m'excuse, mais tu sais, en tout cas, je vais revenir avec mon vieil exemple. Mais, tu sais, je veux dire, arrêtez de vous payer des lattés à 9,95 $ puis de vous promener avec un iPhone dernier cri qui vaut 1200 $, puis quand vous le perdez, il faut dépenser un autre 1200 $ pour l'avoir. Puis peut-être vous allez avoir de l'argent pour mettre de l'argent de côté pour vous en payer une première maison. Absolument. Moi, j'ai habité avec dans cette maison-là, dans cette commune-là, on était, mon ami et moi, parce que les 5 autres personnes, on ne les connaissait pas vraiment, on était en conflit ouvert là, avec ces gens-là. Okay. Et je ne peux pas révéler l'identité de l'un des colocataires en haut, mais c'est un artiste très connu de la scène pop montréalaise aujourd'hui. Et on est en guerre ouverte depuis... Arrête de nous donner des indices, on va finir par reconnaître Émile Bilodeau. Non, c'est pas lui. Et mon ami et moi, on était tellement orgueilleux et tellement pas volontaires de monter en haut qu'on se faisait à manger là avec un heat gun. On se faisait des toasts avec un... Avec un quoi? Un heat gun. C'est une espèce d'outil de construction pour chauffer, en fait. Là, tu chauffais ton grilled cheese comme ça? Ouais. Puis le heat gun du grilled cheese, dit le défenseur
dictionnaire de la langue française. Ben, je connais pas le terme en moi français. non plus. Mais on faisait des sacrifices. Voilà, on faisait exactement. Des sacrifices. Ben voilà, c'est le sens du sacrifice. Puis c'est drôle parce que dans le fond, tout est dans tout. Parce que pendant la campagne électorale, vous rappelez-vous, tous les deux, à un moment donné, Pierre Poilievre avait fait une déclaration en disant, tu sais, pour les jeunes couples, l'horloge biologique se fait ressentir. Puis le temps passe et les jeunes couples n'arrivent pas à avoir de maison parce qu'il y a vraiment cette crise du logement, etc. Et là, les groupes féministes étaient là, mais il n'y a pas d'affaire à parler de l'horloge biologique des femmes, puis de quoi ils se mêlent, puis c'est un homme, puis pourquoi ils parlent de ça. Mais il faisait juste dire, tu sais, mais il faisait juste dire, c'est un élément aussi qui fait en sorte que les gens ne font pas d'enfants. C'est que si, en effet, t'as l'appel, parce que oui, il existe une telle chose que l'horloge biologique, si tu t'as l'appel, mais que tu considères, toi, que ton nid est pas assez grand pour accueillir un enfant, ben ça se peut que tu retardes le fait d'avoir un enfant. Absolument. Ben, je vois absolument pas qu'est-ce qu'il y a de Méphistophélès dans cette déclaration-là. C'est parce que c'était un homme qui l'avait dit, mais parlons avec des femmes. Il y a plein de femmes, pour ne pas dire une imposante majorité de femmes qui reconnaissent ce que c'est qu'une horloge biologique et la volonté de faire des enfants entre l'âge de 25 et 40 ans. Là, pas de frôler le 40 ans, tu sais, je veux dire, c'est pas l'idéal, mettons, là, pour plein de raisons. Mais une génération qui a de la difficulté à se regarder dans le miroir, c'est une génération qui ne fait pas d'enfants, visiblement, parce que c'est une génération qui ne s'aime pas tant que ça. Et pour faire des enfants, aux dernières nouvelles, là, en autre petite banalité, il faut s'aimer. Hein? Ben, il faut que tu penses que tu es suffisamment fabuleux que tu veux avoir un mini-toi. C'est exactement ça. L'enfant naît, puis t'arrêtes pas de dire « Oh mon Dieu, il est comme moi, puis oh, il a mes yeux, puis il a mes ici. » Mais tu sais, faut que tu te regardes dans le miroir, puis tu te trouves pas pire pantoute quand même. Là. Ouais, sauf que si t'aimes pas tes parents encore, c'est pas réglé cette affaire-là, ben tu t'aimes pas toi, puis t'aimes pas ton petit copain. Tu sors avec, mais t'es pas follement amoureuse de lui. Si tu veux pas d'enfant, tu veux pas faire un petit truc qui vous ressemble à tous les deux. Fait que, tu sais, appelez vos parents en fin de semaine. S'il y a des jeunes qui nous écoutent, là, appelez vos parents, dites-leur je m'excuse. Je m'excuse d'attendre tes excuses qui ne devraient pas survenir parce que, en fait, t'as pas besoin de t'excuser. Tu m'as rien fait, tu m'as juste aimé, OK? Voilà. Des fois, c'était maladroit. Rappelez-vous, les enfants, on fait ça pour votre bien. Mais là, je dis ça pour une amie, moi. Merci beaucoup, Rémi Villemur. C'était très rigolo et ça clôture très bien cette belle semaine qui a mal commencé parce que Cybèle était pas là, mais maintenant, elle est de retour. Merci, Cybèle. Merci, Hugo Veilleux, excellent journaliste à la recherche. Merci, Jean-Philippe Leroux, excellent metteur en ondes et réalisateur. Merci, Fred Bastien, excellent metteur en ligne et idéateur de titres plus percutants les uns que les autres. Merci à vous tous et à lundi. Autrement.